comme vous l'avez su à travers l'invitation, aujourd'hui, on va faire le nouveau cours qui est le diagramme d'activité. Ce diagramme, c'était prévu la semaine passée, mais comme personne n'a assisté, donc mis à part 2 étudiants, donc j'ai préféré ne pas le faire pour 2 étudiants parce qu'il n'y avait pas de quorum minimum. D'accord? Donc, sans plus tarder, je vais vous partager carrément mon écran. Voilà, donc, partager. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran PowerPoint? Oui, madame. Très bien. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est le diagramme d'activité. Et le diagramme d'activité, en fait, il répond à la question comment on fait un traitement. Il répond à la question comment qu'une opération est faite ou bien qu'une méthode est faite. Chose qui était différente un petit peu du diagramme de cas d'utilisation. Le diagramme de cas d'utilisation, c'était surtout pour répondre à la question qui fait quoi, sans décrire comment il le fait. Maintenant, qui fait quoi, ça veut dire j'ai une relation entre les acteurs et les méthodes. Ces méthodes sont représentées à travers des use cases. Donc, quand je relie un acteur avec un use case, ça veut dire cet acteur, c'est lui qui fait ce use case ou bien c'est lui qui réalise cette méthode. Mais maintenant, comment il va la réaliser? Le diagramme de use case ne répond pas à cette question. Maintenant, si je veux décrire le use case lui-même, c'est-à-dire je veux tracer sa documentation, donc je veux le documenter si vous voulez, eh bien, j'ai le moyen de le faire à travers une description un petit peu normalisée par la norme du ML. Donc, cette description me permet à une étape de celle-ci de décrire le scénario du cas d'utilisation. Et le scénario, il peut être décrit par divers moyens, en l'occurrence 3 moyens possibles. Donc, nous avons la description du scénario à travers une description narrative textuelle, c'est-à-dire que j'utilise le langage naturel pour décrire le use case. C'est comme si je l'expliquais à travers des phrases. Ou bien je peux décrire le scénario du use case, c'est-à-dire je décris le comment du use case va se faire à travers un diagramme d'activité ou bien à travers un diagramme de séquence. Justement, le diagramme d'activité, il est là pour décrire surtout l'aspect algorithmique du use case. Donc, il décrit un peu la dynamique, donc l'aspect dynamique du système, parce que les méthodes, c'est quelque chose de dynamique. Alors que le use case, il décrit l'aspect fonctionnel du système, comment le système va fonctionner. Voilà, donc je vais passer à la diaporama. Voilà, donc à travers ce cours, nous allons, il faut que je surveille l'heure pour ne pas dépasser une heure. Donc nous allons passer en revue quelques points qui sont en premier lieu une petite introduction, ensuite une présentation du diagramme d'activité, les éléments qui composent ce diagramme. Parmi ces éléments, il y a la notion de nœud de contrôle, les couloirs d'activité, les objets que je peux utiliser dans un diagramme d'activité, les actions liées à des signaux, donc je peux décrire des signaux, donc des événements sur lesquels il y a des actions qui vont être déclenchées. On va définir qu'est-ce que c'est une activité et par la suite, on verra quelle est la méthode à suivre ou bien la démarche à suivre pour tracer un diagramme d'activité. Ensuite, modéliser l'algorithme d'une méthode, documenter un cas d'utilisation. Nous avons dit pour documenter un cas d'utilisation, je peux utiliser un diagramme d'activité et on va faire un petit récapitulatif des types de nœuds qui existent dans le diagramme et un petit récapitulatif des types d'actions que je peux déclencher dans le cadre de ce diagramme. En fait, les 2 derniers diapos, ça résume un peu le cours
avec toutes les possibilités que je peux utiliser dans ce diagramme. Voilà. Donc, en introduction, donc le diagramme d'activité, il est utilisé pour décrire un peu la succession des étapes d'un système doit accomplir afin de réaliser une certaine tâche. Donc, une certaine tâche, une certaine méthode. C'est-à-dire que les différentes étapes à suivre pour réaliser cette méthode, ou bien ce use case, si vous voulez. Donc, finalement, c'est un diagramme d'activité, c'est comme un algorithme. Un algorithme, il est composé de plusieurs actions, plusieurs tâches. Donc, et la succession de ces tâches, ça constitue l'algorithme pour résoudre une certaine méthode. Euh, donc, donc, le diagramme d'activité aussi il permet de représenter des activités concurrentes. Par exemple, si j'ai une activité qui se déroule avec une autre activité en parallèle, donc il y a de la concurrence entre les deux, donc il y a possibilité de décrire cette concurrence à travers un diagramme d'activité. Donc, le diagramme d'activité, vous le connaissez d'une certaine façon parce qu'en première année, vous avez vu, avant d'entamer l'écriture formelle de l'algorithme, vous avez vu une méthode graphique euh, qui, euh, qui permet de décrire un algorithme et cette méthode graphique, vous l'avez connue sous le nom d'organigramme. Un organigramme, c'est comme un diagramme d'activité, sauf que dans le diagramme d'activité, il y a pas mal d'autres signaux ou bien pas mal d'autres symboles que j'utilise pour exprimer une certaine sémantique de mon algorithme. Donc, ce diagramme d'activité, il est similaire au diagramme d'état. Donc, il existe parmi les diagrammes UML un diagramme qu'on appelle diagramme d'état et qui permet de faire, si vous voulez, de schématiser de façon graphique les différentes transitions par lesquelles doit passer un système du début jusqu'à la fin d'une activité. Donc, et en plus, un diagramme d'activité, il peut être associé à plusieurs classes. Parce que nous avons dit que le diagramme d'activité, il permettait de schématiser de façon algorithmique une méthode, un use case. Nous savons bien qu'un use case, il est introduit à l'intérieur d'une classe, dans la partie dynamique de la classe. Mais supposons que plusieurs méthodes se trouvent dans différentes classes et qu'ils ont une certaine sémantique entre ils sont liés quelque part par des appels ou par le traitement lui-même ils sont reliés par ce traitement qui est commun entre différentes méthodes réparties par différentes classes. Donc, dans ce cas-là, donc il est possible de décrire un diagramme d'activité qui relie plusieurs classes. Parce que dans ces classes, j'ai des portions de méthodes et ces méthodes, elles sont liées sémantiquement entre elles. Donc, voici donc, comment représenter un diagramme d'activité. Donc, c'est une suite d'actions. Donc, on définit une activité comme étant une suite d'actions. Donc, vous voyez bien qu'il y a des suites d'actions. Et on modélise de façon graphique avec des arcs donc, orientés. Donc, nous avons l'action et la transition. Donc, par exemple, ici, vous avez l'action remplir panier et vous avez une transition vers un test. Donc, ici, vous avez un symbole de test pour tester s'il reste des produits que je voudrais remplir dans mon panier. S'il en reste, donc la réponse est oui, dans ce cas-là, je fais une nouvelle transition vers l'action précédente qui est remplir le panier. S'il n'en reste pas, donc il y a assez de produits dans mon panier, eh bien, je vais exécuter deux actions en parallèle qui sont payer produits en ligne et valider les produits du panier. Une fois ces deux actions réalisées, donc les deux vont aboutir à la fin du traitement. Donc vous voyez bien dans ce diagramme d'activité, vous avez un début et vous avez la fin. Donc c'est la même chose que l'organigramme, sauf que dans l'organigramme, on écrit ici début et ici on écrit fin, d'accord? Donc le schéma, il est un petit peu sémantiquement pareil. Donc vous avez des actions et vous avez des transitions. Ces transitions, elles peuvent être conditionnelles, donc soumises à une condition comme vous le voyez ici en test, comme elles peuvent être ne pas, comme elles peuvent ne pas être conditionnelles comme vous voyez ici. Donc une fois qu'on termine cette action, on passe automatiquement à l'autre action
sans vérifier une condition quelconque. Donc ici, dans quel cas utiliser ce diagramme? Donc c'est pour représenter un processus métier, donc ça veut dire pour décrire l'algorithme d'une méthode du point de vue fonctionnel qui fait quoi ou comment, donc et surtout pour le comment. Du point de vue fonctionnel, décrire l'ensemble des actions réalisées par le système. Par exemple, ici, les actions réalisées par le système, c'est remplir panier, payer produit en ligne, valider produit. Donc, ce sont différentes actions que le système doit réaliser. Donc, dans le diagramme d'activité, on décrit ça, d'accord? On les met dans le diagramme d'activité. Donc, ça décrit le côté fonctionnel du point de vue dynamique. Donc, décrit le contenu procédural des opérations d'une action d'une manière plus précise. Donc, ça décrit un petit peu l'algorithme. Donc, ici, on décrit un peu en plus en détail le diagramme d'activité. Donc, on vous rappelle qu'un diagramme de cas d'utilisation montre ce que fait ou doit faire le système sans répondre au comment il va le faire. Donc, le scénario décrit ce que fait l'acteur et le système. Le scénario peut être représenté par un diagramme d'activité. Donc, comme je vous ai dit, si je veux documenter un cas d'utilisation, je peux le documenter en décrivant son scénario à travers un diagramme d'activité. Donc, dans ce diagramme d'activité, je vais présenter l'algorithme. Je visualise l'aspect temporel des interactions. Donc, il y a possibilité même de répondre aux questions relatives au temps dans cet algorithme-là. Et il y a, on va décrire les interactions entre acteurs et le système. Et on peut distinguer le cas nominal des variantes, donc les différentes possibilités d'exécution d'action. Donc, vous avez le diagramme d'activité, vous avez un état de départ, bien sûr, et un état de terminaison. On le voit ici, regardez. Un état de départ et un état de terminaison. Et vous avez l'ensemble d'activités. Ce sont les différents nœuds du graphe. Donc, les différents nœuds du graphe. Et vous avez, donc ici, vous avez l'ensemble des activités ou d'actions. Donc, ce sont les différents nœuds. C'est ceux-là. Par exemple, vous avez remplir panier, payer produit, valider produit. Et vous avez, le plus important, c'est les transitions entre les activités. Donc, la transition, ça veut dire le passage d'une activité vers une autre. Donc, réalisé à travers une flèche. Donc, ce passage, il peut être soumis à des contraintes, donc sous condition ou non. Et vous avez possibilité de décrire dans ce diagramme d'activité des couloirs d'activité. Pourquoi? Qu'on appelle le swimlane. Pourquoi? Parce que il y a possibilité que, par exemple, des activités soient décrites, soient réalisées par différents acteurs. Par exemple, supposons je peux décrire, par exemple, remplir panier, payer produit, supposons que c'est un acteur qui le fait. Et valider produit et panier, c'est un autre acteur. Dans ce cas-là, je décris le premier couloir relatif à l'acteur 1 et le deuxième couloir relatif à l'acteur 2. Parce que nous avons différents acteurs qui exécutent différentes activités ou actions. Donc, c'est ce qu'on appelle la description par swimlane. Et swimlane. Donc, ça veut dire que je répartis l'ensemble des activités de mon diagramme entre les acteurs. Les éléments qui vont composer mon diagramme d'activité, donc d'abord, il faut donner le nom au diagramme à ce niveau. Et puis là, il faut, dans ce cadre-là, il faut décrire le nœud initial, jamais oublier ça. Le nom de l'action, par exemple ici, le passage, c'est ce qu'on appelle la transition ou bien le flux. Donc ce passage, par exemple pour celui-là, il n'est pas soumis à une condition, donc c'est un passage automatique. Dès la terminaison de la première action, on passe vers une autre action. Ici, il y a un passage sous décision. Donc, c'est un nœud de décision. Le nœud de décision, c'est selon la condition qui est spécifiée dans ce nœud. Et on n'oublie pas qu'il y a à la fin aussi un nœud de terminaison. Donc, l'activité ou bien l'action, c'est une opération élémentaire ou traitement à un niveau plus fin d'une activité. Donc, ça veut dire que c'est un traitement qu'on doit réaliser. On peut trouver une activité composite. Donc, l'activité composite,
Ça veut dire à l'intérieur de cette activité, je trouve des activités simples qui sont structurées de façon hiérarchique, hiérarchiquement imbriquée. Donc, ça veut dire l'une à l'intérieur de l'autre, à l'intérieur de l'autre, et le tout, ça me fait une activité composite. Et à l'intérieur de cette activité composite, je trouve des activités simples. Donc, la transition, c'est le passage d'une activité vers une autre. Par exemple, ici, nom de l'action. Donc, je passe vers une autre action. Donc, ça, c'est une transition. Je peux, par exemple, avoir une transition qui est conditionnée par exemple, par une condition. Donc, le passage n'est pas automatique que si la condition est vérifiée. Donc, on l'avait vu tout à l'heure, c'est le nœud initial, c'est celui-là. Le nœud final, c'est celui-là. Donc, tout diagramme d'activité doit avoir un départ et une fin. Donc, il y a un nœud de départ et un nœud de terminaison. On peut trouver, par exemple, dans un diagramme, plusieurs nœuds de terminaison ou bien peut-être plusieurs nœuds d'entrée. Donc, s'il y a des conditions différentes d'exécuter ce diagramme d'activité. Donc ici, vous avez des nœuds de décision. On les schématise comme ça. Donc ici, on spécifie la condition. Par exemple, ici, condition A, on exécute cette action. On peut avoir une condition B, on va exécuter une autre action, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la condition de garde. Et celui-là, ce losange, c'est le nœud de décision. On peut avoir à schématiser un nœud de fusion. Ça veut dire il y a plusieurs actions qui vont se terminer, qui vont arriver ici. Et puis là, la terminaison de ces nœuds donc, va engendrer automatiquement le passage vers une autre action après. Ça veut dire ici, pour passer à l'autre action, on doit avoir les deux actions précédentes se terminer en même temps pour pouvoir déclencher l'action suivante. C'est ce qu'on appelle le nœud de fusion. Un nœud de contrôle rassemblant plusieurs flots alternatifs entrant en un seul flot sortant. Ça veut dire ici, vous avez plusieurs actions qui ont été exécutées auparavant, elles se sont terminées, il faut que les deux, par exemple dans ce schéma, il faut que les deux se terminent, arrivent à ce niveau-là pour engendrer le passage vers l'action suivante. Il y a possibilité aussi de représenter la notion de synchronisation. Donc, concurrence ou bien synchronisation. Donc, par exemple, dans ce schéma. Donc, c'est la même chose que ce que vous avez étudié peut-être ou pas encore, ou n'est pas peut-être encore arrivé. Dans le système d'exploitation, le module système d'exploitation, vous allez étudier, en l'occurrence cette année, le fork. Donc, vous avez par exemple un processus père. En utilisant le fork, il va créer son processus fils. Si vous utilisez un deuxième fork, il va créer un deuxième processus fils. Donc, c'est la même notion ici en GL, donc en UMR. Donc, la notion de fork, par exemple, ici, j'ai un diagramme, donc j'ai le début, j'exécute une activité ou bien une action, c'est celle de réceptionner un matériel. Ensuite, le passage suivant, c'est le déclenchement, si vous voulez, concurrentiel de deux actions en parallèle. La première action, c'est contrôler le matériel et la deuxième, vérifier facture. Ces deux actions peuvent être exécutées en parallèle. Donc, d'où le nom de concurrence. Donc, d'où la notion de fork. Donc, parce que j'ai deux actions phi qui vont se déclencher en parallèle. Après, bien sûr, la terminaison de l'action mère. Donc, c'est ce qu'on appelle la concurrence. La concurrence, elle est schématisée à travers ce symbole. Donc, ce symbole me permet de déclencher une ou plusieurs actions en parallèle. Pas spécialement deux, donc je peux avoir plusieurs, d'accord? Maintenant, les deux actions vont se terminer, elles vont se joindre ici. Parce que les deux, elles concernent la même unité qui est le matériel, donc elles vont se joindre ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le symbole join. Donc, ça, c'est le symbole join. Et ce symbole join va transiter vers une dernière action qui est inventorier matériel et la transition vers le nœud final. Donc ici, la différence, vous voyez bien le schéma de fork et join est le même, sauf que, par exemple, dans le fork, j'ai le trait. Ensuite, j'ai des transitions qui vont démarrer à partir de ce trait. Alors que là, non.
j'ai des traits qui vont, j'ai des transitions qui vont arriver vers le trait, et c'est là que se fera l'action de join. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Voici donc une autre possibilité de représenter dans le diagramme d'activité la notion d'action répétitive. Parce que regardez ici à travers ce nœud de décision, on peut représenter l'action, si vous voulez, alternative. Le si, non, si vous voulez. Donc il y a une condition, il y a son contraire. Il y a possibilité de représenter l'itération, tout ce qui est répétitif. Donc, supposons il y a des actions que je dois répéter leur exécution tant qu'une certaine condition est vérifiée. Eh bien, donc dans le diagramme d'activité, il est possible de représenter cette itération. Donc, il y a deux possibilités de la représenter. Donc, vous voyez ici le premier schéma, comment représenter l'itération, et un deuxième schéma, comment représenter l'itération. Et ici, dans les deux exemples, on a pris le même, si vous voulez, le même cas. Par exemple, ici, j'ai un nœud de départ, il va transiter vers une action qui est empruntée livre. Donc, après avoir réalisé cette action empruntée livre, donc on passe à une action suivante. Mais ici, regardez, vous avez un trait. Ça, le trait, ce n'est pas le fork. Parce que si c'était le fork, ou bien le traitement concurrentiel, j'aurais pas une seule action ici. J'aurais plusieurs, minimum deux. Alors là, c'est un trait qui est tracé pour délimiter une certaine région. Donc, vous voyez, cette région, elle débute à ce niveau, elle se termine là. Entre les deux régions, c'est l'ensemble des actions que je vais répéter. Bien sûr, je vais répéter combien de fois tant que la condition elle est vraie. Donc ici, c'est tant que la condition est vraie. Laquelle? Regardez cette condition pour chaque livre. Donc ici, emprunter, vous voyez ici, emprunter livre. Supposons que je veux emprunter 3. Donc pour chaque livre, donc ce traitement, il se fera pour le premier livre, ensuite il se fera pour le deuxième livre, ensuite il se fera pour le troisième livre. Une fois que j'aurai terminé tous les livres que j'allais emprunter, eh bien, on va sortir de la boucle et on va rejoindre le nœud terminal ou bien le nœud final. Dans la boucle qui est délimitée à travers ce trait et ce trait. Et voici la condition d'exécution de cette boucle. Donc, je vais exécuter une partie d'action. La partie d'action, c'est quoi? Vérifier disponibilité. Donc, si le livre est disponible, donc vous avez le si, non, l'alternative. Si le livre est disponible, donc vous voyez bien comment on spécifie la condition entre crochets. Si le livre est disponible, on va réaliser l'emprunt. Et puis, c'est la fin. C'est pas la fin. Donc, on va revenir ici pour tester est-ce qu'on a traité tous les livres. Si on a traité tous les livres, donc c'est la fin. Sinon, si on n'a pas traité tous les livres, on va vérifier la disponibilité du deuxième livre. On va vérifier si le livre est disponible, oui, on réalise l'emprunt. Sinon, donc on passe de l'autre côté et on revient. Et ainsi de suite. Et comme ça, on réalise l'itération, bien la boucle. Il y a possibilité de la réaliser autrement. Regardez ici, vous avez l'action de début, le nœud de début. Ensuite, on réalise l'action emprunter libre. On passe par une transition vers l'action vérifier disponibilité. Donc, on peut trouver disponible, comme on peut trouver non disponible. S'il est non disponible, donc on passe ici. On passe dans ce couloir, dans cette transition. Donc, mais s'il est disponible, on va réaliser une action qui est réaliser l'emprunt. Donc, si on a réalisé l'emprunt ou bien qui n'était pas disponible, on revient ici pour arriver à une certaine condition, c'est celle de tester s'il reste des livres à emprunter. S'il en reste, donc je reviens pour boucler sur les mêmes actions précédentes. S'il n'en reste plus, donc plus de livres à emprunter, donc ici j'aboutis à la fin. Donc ici je réalise la boucle à travers ce test et à travers ce branchement qui est en programmation traduit sous forme de goto, si vous voulez.
aller à l'action précédente. Et c'est cette action-là qui me permet, ce branchement-là, cette transition qui me permet de réaliser la boucle. Vous voyez bien, ce sont deux écritures différentes de la boucle, mais la sémantique, elle est la même. Voici un autre, si vous voulez, un autre exemple. Donc ici, pour le retrait d'argent à partir d'une carte, retrait d'argent d'un DAB, donc un distributeur automatique de billets, donc en insérant une certaine carte de crédit. Donc vous avez qui est le client qui est l'acteur, donc et ça c'est l'algorithme ou bien le diagramme d'activité que ce client réalise, si vous voulez. En fait, ce client, c'est juste pour vous montrer que tout ce traitement-là, en fait, c'est le use case de retrait d'argent. De retrait d'argent. Donc, ce use case, il est décrit à travers cet algorithme schématisé par ce diagramme d'activité. Donc, la première action, c'est quoi? C'est que, donc, vous avez le nœud initial, ou bien le début, voici. Donc, on va donc insérer carte. Une fois la carte insérée, donc on va passer vers une transition qui est la saisie du code. Maintenant, la saisie du code, une fois saisi, il peut être invalide. S'il est invalide, on revient pour ressaisir. D'accord? Comme il peut être valide. D'accord? Maintenant, s'il est valide, on va choisir une opération. Est-ce que on veut déposer ou bien on veut faire un retrait? Si on veut faire un retrait, donc on va exécuter un certain nombre d'actions schématisées par cette partie. Si on veut faire un dépôt, on doit saisir un montant à déposer. On doit choisir par la suite le compte dans lequel on dépose ce montant et on va insérer l'enveloppe d'argent dans le DAB, dans le distributeur. Une fois terminé, on restitue la carte et c'est la fin. Ça, c'est pour le dépôt. Le scénario du dépôt, c'est clair. Donc, une fois qu'on a vérifié cette condition, que c'est le dépôt qu'on avait choisi comme opération, saisir le montant, choisir le compte sur lequel on va déposer ce montant, on va insérer l'enveloppe d'argent, ensuite, et on va restituer à la fin la carte. Maintenant, supposons que l'opération qui a été choisie, c'est le retrait. Donc, on va saisir le montant à retirer. Et on va choisir le compte sur lequel on retire cet argent. Donc, on a deux actions, si vous voulez, de concurrence qui peuvent être exécutées en même temps. Donc, bifurcation ou branchement, donc c'est le fork. Donc, ce fork, c'est quoi? Il y a l'action afficher publicité, donc il faut choisir le compte, donc le DAP peut me pas afficher publicité et demander autorisation de retrait. Parce qu'en fait, lorsque j'ai saisi le montant et j'ai choisi le compte, donc il y a le DAP, le distributeur, il doit aller vérifier est-ce que j'ai l'autorisation pour retirer ce montant. Et pour aller vérifier, ça prend un petit peu de temps. Donc, pour ne pas, si vous voulez, laisser le client attendre la réponse, si vous voulez attendre un petit moment pour voir la réponse, donc il peut, le DAP, si vous voulez, le distributeur peut lui afficher en attendant la publicité. Comme ça va l'occuper le temps que le DAP aille vérifier l'autorisation de retrait. Donc, ces deux-là vont se joindre, donc c'est un join, donc union ou jointure, vers un nœud de décision. Donc, ce nœud de décision, on a deux possibilités. Donc, non autorisé, donc le retrait, il est non autorisé, et dans ce cas-là, on va passer au nœud de fusion, et je vais restituer la carte et la fin. Si le retrait est autorisé, le DAF va me distribuer les billets et je vais restituer la carte et c'est la fin. Donc, ça veut dire ici, c'est l'autorisé.
Ça veut dire l'autorisation de retrait a été accordée, si vous voulez, a été accordée. Il y a un dernier chemin. Par exemple, lorsque on va saisir le code de la carte, on avait dit le code peut être valide comme il peut être invalide. Il y a une dernière action aussi. Je peux saisir le code de la carte et ensuite je vais cliquer ou bien je vais taper le bouton ou bien je vais appuyer sur le bouton annuler parce que je peux par exemple saisir le code, ensuite je change d'avis. J'ai envie d'annuler l'opération donc du DAB. Dans ce cas-là, si j'annule, donc ici, si j'annule, donc je reviens vers la transition de fusion et je vais restituer la carte. Vous voyez bien ici, les possibilités de tester les conditions, elles sont plusieurs. En l'occurrence ici, j'ai pu tester 3 conditions. Carte invalide, carte valide, annulation, etc. Donc ce nœud de décision me permet de réaliser pas mal de conditions pour vérifier si elles sont vraies ou pas. Donc, on avait dit tout à l'heure, s'il y a plusieurs, si vous voulez, acteurs qui exécutent des parties, un certain nombre d'actions, par exemple, ici, vous avez ce diagramme d'activité, vous avez pas mal d'actions, mais ces actions, toutes ces actions ne sont pas toutes exécutées par le même acteur. En fait, un certain nombre d'actions sont exécutées par un acteur, un autre nombre, c'est exécuté par un deuxième acteur, et un troisième nombre, c'est exécuté par un troisième acteur. Donc là, il est possible de schématiser le diagramme d'activité sous forme de couloir. Donc, vous avez le premier couloir relatif à l'acteur 1, qui est en l'occurrence le client, le couloir 2 relatif à l'acteur 2, qui est le commercial, et le couloir 3 relatif au magasinier. Alors, on organise ça sous forme de couloir ou swimlan, c'est parce que la totalité des actions ne sont pas exécutées toutes par le même acteur. D'accord? Donc, chaque partition situe les actions par rapport aux entités du système. L'entité peut être acteur, classe, objet, système. Une action ne participe pas à une partition. Par exemple, ici, vous avez un exemple. Passer commande. Passer commande, je peux la trouver dans un seul couloir. Je ne peux pas la trouver dans un autre couloir répété. Donc, chaque action participe à un couloir, à une partition ou bien un couloir particulier. Donc, vous avez ici, par exemple, un exemple, 3 acteurs, client, commercial, magasinier. Par exemple, le client peut peut exécuter l'action passer la commande. Ensuite, une fois passé la commande, il y a 2 actions qui peuvent être déclenchées en même temps. La première, c'est payer, donc c'est le client qui va la réaliser, cette action. Et la deuxième, c'est enregistrer la commande, c'est le temps. Donc, c'est concurrence, c'est fort. Ensuite, une fois enregistré la commande, donc il y a le magasinier qui va exécuter la commande. Et en exécutant la commande et que le client paye, donc les deux vont se joindre par un join vers la livraison de la commande. C'est livrer commande par le service commercial. Ensuite, une fois la commande livrée, donc on passe à une dernière transition qui est récupérer la commande par le client et c'est la fin. Voilà, donc cette notion de swimlan, elle décrit bien pour chaque intervenant, chaque acteur, quelles sont les parties des actions pour lesquelles il est responsable de déclencher par rapport aux autres. D'accord? Voilà, donc on peut utiliser la notion d'objet dans un diagramme d'activité. Au sein des couloirs d'activité ou bien en dehors. Donc, un objet, comment il est schématisé? Sous forme d'un rectangle et on écrit le nom de l'objet à l'intérieur. Donc, on peut avoir une autre schématisation, un objet avec un état. Parce que si on a besoin d'un état particulier d'un objet, il faut représenter cet état à ce niveau. Par exemple, ici, la représentation, elle se fait de la manière suivante. Vous avez une action. Donc, une action, c'est pas un rectangle, c'est une ellipse. Donc, c'est un rectangle arrondi des 2 côtés. Par contre, un objet, c'est carrément un rectangle. D'accord? Donc, ici, vous avez une action. Ensuite, vous avez une transition. Cette transition,
elle passe, si vous voulez, elle va créer un objet. Et c'est cet objet qui va déclencher l'action suivante. D'accord? Je peux représenter autrement. Par exemple, ici, l'action et la notion de connecteur. Donc ici, je décris la notion de connecteur relative à l'objet. Et cet objet aussi, quand il déclenche une prochaine action, il y a aussi cette notion de connecteur qui sera représentée. Donc voici un exemple. Par exemple, vous avez une action créer facture. Donc, cette action créer facture, elle génère un objet qui est la facture. Et après la génération de cet objet qui est la facture, donc on doit aller exécuter une autre action qui est demander paiement. Donc ici, vous avez une autre représentation de l'action. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est, parce que c'est pas une ellipse. L'essentiel, il faut se concentrer sur l'objet qui a été créé, qui est la facture. Une fois qu'on a créé la facture, donc par l'action créée, donc il y a un objet qui se crée, qui est la facture. Par exemple, ici, vous avez une action. Casser le chocolat. Donc, une fois cassé, donc on aura un objet qui est le chocolat, l'objet du chocolat. Alors, l'état de cet objet, il est en morceaux. Donc, c'est ça l'état. Donc, ça décrit un peu le chocolat, son allure après avoir exécuté casser chocolat. Il est en morceaux. Donc, ça, c'est un état de l'objet. Ensuite, cet état de l'objet, donc on va passer à l'action suivante, qui est celle de faire fondre le chocolat. Et le fait d'exécuter cette action génère un autre objet, qui est le chocolat, mais maintenant il est dans un état fondu. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il était possible de décrire des actions liées à des signaux. Donc un signal, ça peut être temporel, suite à un événement, etc. Donc, un signal est une information provenant d'une action externe à l'activité en cours, arrivée d'une commande. Par exemple, ici, un signal temporel exprime le passage du temps, après 10 secondes, un mois, etc., 22 mois, etc. Voilà, donc vous avez une réception d'un signal. Donc, par exemple, la réception d'un signal, elle se schématise comme ça. Donc, il faut que ce soit un espèce de rectangle, mais qui est coupé au début. Ça veut dire que je reçois un signal. Une fois ce signal reçu, j'exécute l'action. Comme, par exemple, l'exécution d'une action déclenche un signal, donc l'envoi d'un signal. Donc ici, je réceptionne un signal. Dès sa réception, j'exécute l'action. Et ici, non, j'exécute l'action et l'exécution de cette action provoque l'envoi d'un signal. Ici, vous avez le troisième cas, réception d'un signal temporel. Donc, ça veut dire ici, lorsque je schématise comme ça veut dire j'ai un signal relatif au temps. Par exemple, 10 secondes, fin de mois, etc. Donc, voici un exemple, par exemple. Donc, j'ai un signal temporel, par exemple, la fin du mois. Une fois que la fin du mois est atteinte, donc ce diagramme va se déclencher, si vous voulez. L'action va se déclencher. Donc, on va faire une transition. Donc, on va exécuter, envoyer le rapport mensuel. Exemple. Voici un cas d'un signal d'arrivée, comme on avait dit ici, il y a le signal de réception, bien d'arrivée d'un signal, l'arrivée d'un signal. Donc, à l'arrivée du signal demande d'annulation, on va exécuter l'action annuler la commande. Par exemple, vous avez un signal temporel. Par exemple, lorsque je reçois, je symbolise comme ça. Par exemple, je vais décrire attendre 2 heures. Attendre 2 heures. D'accord? Ensuite, vous avez ici un ensemble de signaux. Voilà. Donc, vous avez une action traiter la commande. Donc, le traitement, on va faire une transition vers un signal demande de paiement. Donc, c'est un signal
de réception. Je vais réceptionner un signal. Donc, ici, pardon, ici, c'est un signal d'envoi. Donc, je vais envoyer un signal, demander paiement. Cette demande est arrivée, donc on va faire une transition. On va réceptionner par ce signal. Donc, on va réceptionner réception du paiement. À exécuter, réceptionner le paiement. Une fois fait, donc on va faire une action envoyer la commande. Donc, il est possible de décrire, par exemple, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, très bien, parfait. Donc, je reviens. Donc, il est possible de décrire une activité, si vous voulez, une macro-activité. Donc, il y a la notion d'encapsulation du flux des actions qu'il réalise, paramétrées par les objets entrants. Ça veut dire ici, regardez, j'ai une activité, une macro, si vous voulez, activité, qui est schématisée à travers ce grand carré arrondi des côtés, voilà, donc ce grand rectangle. Ça, tout ça, c'est l'activité, c'est la macro-activité. Et à l'intérieur, je décris le détail de cette macro-activité. Maintenant, pour exécuter cette activité générale, si vous voulez, cette macro-activité, donc il y a des conditions. Donc vous avez ici, je peux spécifier les conditions d'entrée, les paramètres d'entrée de cette action, et vous avez ici le résultat généré par cette action, ou bien cette activité qui est très très grande, d'accord? Donc ici, je trouve le nom de l'activité, et ici, je trouve les paramètres d'entrée. À l'intérieur, il y a les actions qui vont s'exécuter, l'ensemble d'actions sous forme d'un diagramme d'activité. Et vous avez un résultat, ou bien plusieurs résultats. Ça peut être plusieurs résultats. Donc ici, ça veut dire une activité peut être elle-même décrite et schématisée par un diagramme d'activité. Si cette activité, elle comporte beaucoup d'actions. C'est une activité macro, si vous voulez. Donc, exemple, vous avez, par exemple, établir devis, une activité qui s'appelle, ou bien une action qui s'appelle établir devis. Mais établir devis, il y a deux actions, elle comporte deux actions. Donc, pour décrire l'activité établir devis, je vais la décrire sous forme d'une macro-action, si vous voulez. La voici, le grand rectangle, c'est établir devis. À l'intérieur de ce grand rectangle, ou bien ce rectangle, voilà, j'ai le diagramme d'activité relatif à établir devis. Donc ici, j'ai le nœud de départ. Je déclenche une transition. Je déclenche une action vérifier disponibilité. Ensuite, il y a une transition vers une autre action, calculer le prix. Ensuite, c'est la fin. L'exécution de ce petit diagramme d'activité, ça constitue mon activité établir devis. Maintenant, j'ai décrit établir devis. Comment je vais pouvoir l'utiliser dans un autre diagramme? Eh bien, je vais lui faire appel. Donc, l'appel de cette activité, cette grande activité, elle se fait de la manière suivante. Donc, vous l'appelez à travers le nom de l'activité, établir devis, et en symbolisant une espèce de fourchette inversée dans ce cas-là. Donc, le fait de faire ça, ça veut dire que vous allez appeler une activité qui s'appelle établir devis. Établir devis, elle a été décrite auparavant de cette manière-là. C'est comme si vous avez décrit une fonction, vous avez donné son algorithme, ensuite vous avez écrit le programme principal, ou bien l'algorithme principal, et dans cet algorithme principal, vous avez appelé cette fonction. C'est le même principe. Donc, voici un exemple. Donc, vous avez un nœud de départ, transition vers action passée commande. Ensuite, vous avez une transition vers établir devis. Sachant que établir devis, voilà, on l'avait décrit auparavant de cette manière. D'accord? Donc ici, quand je vais l'appeler, ce n'est pas la peine que je lui décris ici. Je lui fais simplement appel. Établir devis. Ensuite, transition vers une autre action validée devis. Ensuite, il y a une condition, une décision. Si donc c'est la fin. Sinon, on peut vouloir modifier ce devis donc, en faisant passer d'autres commandes.
Sinon, si on peut valider, donc si on valide, donc on va préparer la commande et c'est la fin, bien sûr. La suite, on décrit les actions suivantes qui, à la fin, vont aboutir vers le nœud final, bien sûr, qui est celui-là. Voici un autre exemple. Vous avez ici, je peux utiliser si vous voulez, cet exemple encapsulé, cette activité encapsulée à travers le swimlan. Par exemple, vous avez trois swimlan ou bien trois couloirs. Le client, le service commercial, le service livraison. Par exemple, le client va passer la commande, ensuite il va passer vers établir, donc une fois passé la commande, donc on va transiter vers établir devis qui sera réalisé par le service commercial. Donc ici, une fois réalisé, donc il y a une transition, donc il va valider le devis. Donc le client peut ne pas vouloir valider, donc il veut modifier, dans ce cas-là, il devra passer une nouvelle commande ou bien ajouter à son ancienne commande. Comme il peut annuler ce devis, donc il n'achète pas, donc il ne veut pas commander, comme il peut valider ce devis tel qu'il a été fait par le service commercial pour lui. S'il valide, donc on déclenche deux actions. La première action en parallèle, donc la première action exécutée par le service commercial, c'est établir facture. Et la deuxième, exécutée par le service livraison, c'est préparer commande. Donc, voici la démarche, comment il faut faire pour tracer un diagramme d'activité. Premièrement, il faut identifier le processus à représenter. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un use case, d'un processus métier, englobant plusieurs use cases, une méthode d'une classe, il faut ajouter au diagramme une note avec le nom et la description du processus. Donc ici, vous avez, ici, à chaque fois, on doit le donner le nom de l'activité au début, tout à fait au début, je vous ai montré qu'il était possible de donner un nom au diagramme carrément. Donc, vous avez à chaque diagramme d'activité, il faut lui donner un nom. Bien sûr, s'il s'agit d'une action simple ou même d'une action, si vous voulez, encapsulée, il faut lui donner aussi un nom. Voilà. Et ajouter les nœuds initial et final, ça c'est important, le début et la fin. Ajouter des activités ou bien des actions. Une activité pour chaque étape majeure du use case ou du processus. Les actions pour chaque activité, les actions individuelles du processus. Donc les actions et les actions ou activités. D'accord. Ajouter les transitions entre les activités et actions. Ajouter les branchements, décision, fusion, le fork, le join. Voilà, donc les étapes qu'il faudrait faire pour réaliser le diagramme d'activité. Maintenant, regardez ici, vous avez une activité encapsulée, voilà, qui est celle-là. À l'intérieur de cette activité, vous avez un autre diagramme d'activité à l'intérieur. Donc, ce diagramme d'activité représente le programme C de la fonction strlen. Je vous fais rappeler la fonction strlen, elle calcule la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, voici le programme. Donc, vous avez strlen, elle admet un tableau de chaîne de caractères. Voilà, donc ce tableau s'appelle S. Donc, et elle remet comme résultat un int. Donc, nous allons utiliser une variable len de type int et on va lui donner la valeur 0, initialisée à 0. On va boucler. Tant que le tableau ou bien le tableau de chaîne, donc si le tableau de chaîne de len est différent du retour chariot, de la touche entrée, donc si vous voulez, j'incrémente la variable len. Donc à chaque fois, je prends un élément du tableau, donc un élément, par exemple len il va commencer à 0, donc je vais commencer par S0. Je vais voir le contenu de ce tableau S0. Est-ce que c'est différent de la touche entrée, retour chariot? Si c'est différent, ça veut dire que j'ai un caractère. Donc je vais comptabiliser len reçoit len plus 1. Donc maintenant, j'ai un caractère. Donc len égale à 1.
Par exemple, je passe au suivant. Donc, je passe au suivant. S de 1. Si S de 1 est différent du retour chariot, maintenant, len va devenir 2. S de 3, S de 2, c'est différent du chariot, donc maintenant, len devient égal à 2. Et ainsi de suite. À la fin, une fois que je rencontre le retour chariot, je sors de la boucle et je retourne la valeur de len qui est la longueur de la chaîne S. N'oubliez pas, S, c'est une chaîne de caractères. Donc ici, je décris à travers un diagramme d'activité, donc à travers une activité encapsulée de strlen. Donc ici, le diagramme d'activité de la fonction strlen. D'accord? Donc ici, le paramètre en entrée, c'est le tableau de caractère S. C'est celui-là. Donc vous avez une entrée qui est celle-là. Ensuite, vous avez un paramètre de sortie qui est la longueur de la chaîne, len, donc little len. Donc ici, la flèche vers la sortie. Donc, c'est le paramètre de sortie. Len qui est de type INT. S qui est de type tableau de caractères. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va commencer du début. On va initialiser len à 0. C'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, on va passer par une transition vers une décision. Donc, on va on va prendre une décision concernant S de len. Donc, S de len, donc, on va vérifier est-ce que c'est un retour chariot. Donc, c'est la fin. Si ce n'est pas un retour chariot, on va exécuter cette partie. Donc, celle-ci, elle permet de faire quoi? D'augmenter len. Len reçoit plus 1, donc plus. À chaque fois, on reçoit plus 1. D'accord? Et on revient vers le test. Si S de len est égal au retour chariot, c'est la fin, sinon c'est l'augmentation. Et on continue à faire ça jusqu'à un moment donné, S de len sera égal à chariot, retour chariot, et ça sera le nœud final. À la fin, une fois terminé, l'activité va nous délivrer un résultat qui est la valeur de len. Donc, vous voyez bien qu'il est possible de décrire tout un algorithme à travers un diagramme d'activité. Donc, voici un exemple pour s'inscrire dans une formation. Par exemple, le candidat doit remplir les formulaires, vérifier les formulaires s'ils sont corrects, demander de l'aide avant de les remplir à nouveau, soumettre l'inscription si les formulaires sont corrects. Si les formulaires sont corrects, pardon, payer les taxes, droits d'inscription d'une part, et comparaître à la journée d'accueil d'autre part, si l'inscription est acceptée. Donc, vous avez deux actions, on dirait, en parallèle. Comparaître, payer les taxes d'inscription et comparaître à la journée d'accueil d'autre part. D'accord? Donc, voici les processus à représenter, c'est la demande d'inscription. C'est les activités qu'on va exécuter pour des demandes d'inscription. On doit remplir le formulaire, vérifier le formulaire, demander de l'aide, soumettre inscription, payer les taxes et comparaître à la journée d'accueil. Les décisions qu'on va réaliser, c'est vérifier si les formulaires sont corrects. Ça, c'est ce qu'on peut exécuter en parallèle, c'est payer les taxes et comparaître à la journée d'accueil. Parce qu'ils vous disent ici, payer les taxes d'une part et comparaître à la journée d'accueil d'autre part. Ça veut dire en même temps, les deux vont s'exécuter. Donc, c'est pour cette raison, c'est des activités en parallèle. Donc, c'est des phares. Voici un peu le traçage de ce processus c'est un processus métier, demander l'inscription. Voilà, donc c'est le diagramme d'activité relatif au processus demande d'inscription. Donc, voici le nom. Vous devez mettre ici. Donc ça, c'est le processus à représenter à travers ce diagramme. Donc, vous avez le nœud de départ. Bien sûr, vous avez le nœud de la fin. Au départ, on va passer à une action, bien une activité, c'est celle de remplir le formulaire. Une fois rempli, on passe à une autre action, bien une autre activité, c'est vérifier le formulaire. Donc les deux traitements qu'on a vus représentent les activités. Donc
une fois vérifié le formulaire, donc il y a lieu de tester. Est-ce que c'est correct ou bien c'est incorrect? Dans le cas où c'est incorrect, le remplissage est erroné, donc on va demander de l'aide. Et on revient vers la jointure de départ pour refaire le même traitement. D'accord? Donc, ça, c'est un nœud de fusion. Pas de jointure, mais plutôt un nœud de fusion. Donc, si en vérifiant le formulaire, on a trouvé qu'il était correctement rempli, donc on va passer à l'action suivante qui est soumettre l'inscription. Donc, mais soumettre l'inscription, ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Donc, c'est pour cette raison, on va faire une décision. Donc, ici, si l'inscription est refusée, donc c'est la fin. Donc, il n'y a pas de suite. Maintenant, si elle est acceptée, on va exécuter en parallèle deux actions. Donc, c'est des fois, c'est comparaître à la journée d'accueil et effectuer le paiement des taxes. Une fois ces deux actions ou bien activités sont terminées, donc on va joindre, donc c'est un join, vers la fin pour passer à la fin. Donc, vous voyez bien que le diagramme d'activité traduit bien un peu la sémantique qui a été racontée ici à travers cet énoncé très, très synthétique et à travers lequel on a fait une démarche pour cibler les différents composants du diagramme à représenter. Voici les deux derniers diapos. Donc, ici, vous avez le récapitulatif des types de nœuds qu'on peut utiliser. Donc, on voit bien qu'il y a le nœud de démarrage, bien le début, la fin. Ici, vous avez la décision, donc l'alternative. Vous avez la fusion, ça veut dire que vous avez plusieurs flèches qui vont affluer vers le même endroit et de cet endroit, on va transiter vers une action suivante. D'accord? Vous avez la synchronisation ou bien le fork, ça permet de déclencher après ce symbole plusieurs actions en parallèle. Vous avez la fin de flow d'activité. Vous avez les actions qu'on peut déclencher. Le lot d'actions, donc s'il y a plusieurs actions qu'on peut appeler, donc ici un lot qu'on appelle le lot d'actions. Donc, certains symboles, on ne les a pas décrits dans le tableau. Donc, je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails, d'aller chercher sur Internet pour voir les possibilités d'utiliser certains symboles, comme le lot d'action, le fin de flow, etc. Donc, vous avez les couloirs, des swimlines, et vous avez l'activité structurée ou bien encapsulée. On l'a représenté tout à l'heure. Et ici, vous avez les différents types d'actions qu'on peut exécuter. Donc, ici, vous avez une action invocation d'une opération ou bien d'une action sur un objet, voilà, donc, ou bien invocation d'une activité. Voilà, donc ici, vous avez l'envoi, opération de création d'un message, l'envoi, donc c'est pour l'envoi d'un signal. Ici, la réception de ce signal, de cet événement. Ici, c'est l'instanciation d'un objet ou bien la création d'un objet. Vous avez aussi l'action de destroy. L'exécution d'une action, elle peut être soumise à elle peut, par exemple, être soumise à une exception. Donc ici, pour lever l'exception, il faut la spécifier ici par un symbole de type exception. Donc, par exemple, pour exécuter fusion, par exemple, d'une valeur, par exemple, une valeur x sur y, sachant que y peut être égal à 0. Donc ici, le type d'exception, y égale à 0. Ça veut dire ici, si y égale à 0, c'est une exception qui va se provoquer si je devais exécuter l'activité. Donc ici, pour pallier justement l'exécution de la... Donc ici, vous avez le symbole temporel. Donc vous avez la notion d'encapsulation qu'on a vu tout à l'heure, et vous avez les piles d'entrée et de sortie d'une activité particulière. Donc voici un peu le résumé du cours. Donc c'était un résumé très synthétique. Donc si vous avez des questions, donc je vous invite à me les poser maintenant. S'il vous plaît.
Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Non, madame, pas de question. Donc, un petit peu ce que vous connaissez en sémantique de l'organigramme, c'est un petit peu pareil, sauf que ici, dans le diagramme d'activité, il y a beaucoup plus de symboles que l'organigramme. Mais la logique et la sémantique, elle est pareille que celle de l'organigramme. Donc, si vous savez comment utiliser les organigrammes, par exemple, vous avez les différentes actions, le début et la fin, la condition, la boucle. Donc, c'est le retour, la transition vers l'action précédente, etc. Donc, c'est cette notion qu'il faut retenir. Bien sûr, il y a des symboles temporels d'arrivée d'un événement, envoi d'un événement, réception d'un événement, etc. Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, je vous laisse une petite pause de 10 minutes. Non, 10 minutes, de 10 minutes maximum et on entame le télé. Donc, dans 10 minutes, on entame le télé.